Loisirs chasse et pêche vous est présenté par les Amants de la nature, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale. J'ai aucune espèce d'idée de ce qui se passe. Je suis pas venu au chalet de la semaine. J'arrive ici. Les caméras sont là, tout est installé. Il n'y a pas de staff technique, personne que leur voiture. J'essaie de m'organiser comme je peux. Faut tourner une émission. Le courant, c'est les fenêtres. J'ai un courant d'air froid dans le dos, ça n'a même pas de bon sens. Je vais trouver l'équipe technique. Je vous reviens à un moment donné. Bonsoir et bienvenue à Loisirs chasse et pêche. Et finalement, j'ai retrouvé l'équipe technique au complet. Il était dans la grange en arrière en train de jouer aux cartes, en tout cas. N'empêche que ce soir, soirée assez spéciale, vous l'avez vu tantôt, il y a des petits bugs avec l'électricité. C'est pas terminé, il peut se passer plein de trucs. On a des sons qui viennent d'un peu partout, des petits frissons une fois de temps en temps. J'espère une chose, vous livrer une émission et ce jusqu'au bout. Alors restez des nôtres, voir un peu de quelle façon ça va se dérouler. Et on regarde un peu comment se déroule cette émission-là. Dans un premier temps, je reçois Guy-Paul Thibault pour parler de tous les dispositifs qui servent à l'appel du cerf de Virginie. On parle aussi avec Stéphane Monette qui va nous parler des grattages, des frottages surtout et de comment les exploiter à la chasse. Je vous parle d'appareillage de guidage en forêt. On vous présente, thématique d'Halloween, je vous présente un reportage qui a été fait avec la chauve-souris et le fameux syndrome du museau blanc. On va même rester avec les gens pour faire le décomptage des chauves-souris. Donc, très beau sujet à ce niveau-là. Je vous parle d'Orignal. L'Orignal, on a vu passer dans les derniers temps énormément de choses, énormément de belles histoires et de moins belles, évidemment. Le topo de l'Orignal cette année n'a pas été le meilleur des dernières années. C'est-à-dire que, oui, c'est tué certains grands panaches, certains gros panaches, gros orignaux, mais en moyenne, on y va pas vers la grosseur cette année. Et évidemment, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées sur les territoires. Parc des Laurentides, Parc de la Matane, j'en ai pas entendu parler beaucoup. Pour notre part, on s'est rendu, l'équipe de Loisirs chasse et pêche, pour une première journée sur notre territoire qui nous était donné, pour aller faire nos premiers appels, nos premiers repérages. On y a vu des belles couches, on y a vu des belles traces, on y a vu des lignes de frottage. Malheureusement pour nous, on n'a pas eu accès à notre territoire pour notre deuxième fin de semaine de chasse, chose qui a mis une fin abrupte à notre chasse de notre côté. Là, il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Évidemment, on rentre. Les gars, les filles disent, on s'en va à la guerre. C'est le temps du rut. C'est le temps d'aller confronter les beaux gros mâles chevreuils dans le bois. Et on va justement dans cette émission-là aujourd'hui regarder ensemble avec quand même deux bons intervenants. Prenez des notes. Guy-Paul Thibault avec l'appareillage, je vous le répète, je le sais, et Stéphane Monette. Mais c'est le temps de voir un peu de quelle façon eux vont jouer avec les différents frottages, les différents appels. Ça vous donne toujours un bon coup de main. Mais je vous le rappelle, pratique, pratique, pratique. Restez là, après la pause, justement, Guy-Paul Thibault qui nous présente ses fameux appareillages, dispositifs pour faire l'appel du cerf de Virginie. Guy-Paul Thibault, pas une misère à trouver le chalet? Non, ça a bien été, mais j'avais peur un petit peu, Martin. Finalement, j'ai décidé de venir quand même, mais j'étais craintif un petit peu. Sur le point d'aller allumer des chandelles en face, il n'y avait pas de lumière tantôt. Écoute, t'as amené ton panache? Oui, j'ai du panache ce soir. Hein? T'as du panache, t'es prêt pour aller à la guerre. Ouais, écoute, on parle de dispositifs d'appel au cerf de Virginie. Oui. Et puis je te laisse aller parce qu'on en a quand même plusieurs à présenter. Oui. Celui-là, Martin, c'est des Garonne Call, comme on appelle, pour caler le mâle, le boc. Si tu veux le souffler dedans, tu vas voir. Vois-tu le son un petit peu clair, celui-là? Vois-tu ça, c'est un call un petit peu moins de qualité. Facile, par exemple. Quand même facile d'utilisation, mais c'est sûr que la résonance est moins grave. C'est ça. Fait que si on prend comme celui-là ici, quand je le prends, je souffle dedans un petit peu, comme ça.
Vois-tu la différence de son? Oui. Une bonne caisse de résonance ici en avant, puis tout en caoutchouc, celui-là. C'est ça, juste en le prenant en main, tu te rends compte que c'est beaucoup plus robuste, c'est pas la même chose du tout. Fait que même si je le mets dans mes poches puis je m'assis de travers, je le briserai pas celui-là. C'est ça. Donc, il est solide, puis il a un très, très beau son. Ouais, excellent. Un autre ici, une autre compagnie. Celui-là, oui, une grosse caisse de résonance ici en avant. Celui tu peux faire des bonnes tonalités avec aussi, si tu regardes. Là, on a la femelle, vois-tu? Là, j'ai fait juste un petit son de femelle, juste en ajustant ici la petite languette en avant. On peut changer notre tonalité. T'as un étranglement, comme un diaphragme dans le fond. C'est ça, regarde. Un petit peu moins clair. Puis si on pousse complètement au fond comme ça, là, on va aller chercher le mâle. Génial. Là, t'as un autre trompette en tour. Oui, c'est ici, c'est le. Nous autres, on appelle ça communément le sniff. Oui. Le sniff du chevreuil, ça, c'est quand il y a deux gros mâles qui sont pour s'affronter. Là, ils vont s'approcher, Puis d'un coup, regarde, qu'est-ce qu'ils vont faire. Je sais quand t'entends ça, tu peux faire ça avec lui. Puis c'est une confrontation qui C'est s'en comme une vient. réponse. C'est comme une réponse que tu donnes. Là. C'est ça. Fait que, étranglement qui te permet de faire et le mâle et la femelle. Le son de la femelle qui est quand même très bien. Oui, c'est bien, sauf que c'est très dur d'arriver avec les petites cannes que tu vois là. Ben oui, écoute, ces petites cannes-là, ça ressemble littéralement à ce qu'on avait comme jouet quand on était jeune. On faisait la vache, etc. Puis c'est carrément ça qui se passe. Ça, c'est la grosse femelle mature, si tu entends bien. Ça, tu peux pas arriver avec un câble comme ça à faire le son de la femelle exactement comme ça. C'est impossible. Fait que ça, c'est la femelle mature. On va l'utiliser évidemment sur nos territoires tout au long de la saison, du moins présentement. Là, c'est le temps de sortir ça. Ça. Plus que le temps va avancer en novembre, mais plus qu'on va s'en servir parce que les femelles vont tomber en chaleur. Petite femelle, vois-tu? Ça, la petite femelle, on va s'en servir aussi en tout temps si on veut. Puis ça, c'est très bien aussi pour rappeler. Ensuite de ça... Dernièrement, est très utile, hein? Très utile. Ça, c'est le veau, OK? Le petit veau. Ça, Martin, le veau, lui, on va s'en servir quand on veut appeler des femelles. Parce que des femelles, il y en a beaucoup qui ont des petits, sauf qu'il y en a qui n'ont pas des grosses matures. Des fois, sont plus vieilles, ils n'ont pas de petits. Ça, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'en faisant le veau comme ça, ils vont venir, eux autres. Les femelles, les grosses matures de ton territoire, vont venir voir parce que, oups, il y a un petit veau qui traîne, ils vont venir voir, vont se sentir. Puis là, tu as des grosses chances que le mâle apparaisse en arrière. Parce que les autres aussi vont se mettre à faire des appels de localisation. C'est ça. On titille monsieur, c'est sûr et certain. Ça, un autre, même chose que ça, sauf que lui, on peut appuyer dessus comme ça. Alors, tu peux contrôler. Alors qu'ici, quand je le tourne de bord, c'est lui qui contrôle. Je continue tout le long, ça fait toujours le même son. Ça, ben, tu peux le... Tu peux grader ce que tu fais. C'est ça, tu peux aller plus fort, un petit peu moins fort, puis tu peux aller plus vite, moins vite. Mais je trouve que ceux-là sont encore mieux. Ben écoute, non, c'est génial, puis non. Ça vient en ensemble. Faut que je le fasse. Magique! Ça vient en ensemble, les trois ensemble. Fait que c'est un beau petit kit, ça, pour le câble. Là, évidemment, au moment où est-ce que j'ai attiré l'attention, j'ai quelque chose qui se passe dans le coin, je peux m'amuser à souffler, mais on peut y aller facilement avec le rattling. Tu as deux appareillages complètement différents. Puis celui-là laisse plusieurs personnes perplexes. Et je veux que tu en fasses la démonstration comme il faut. C'est ça. Ça, Martin, vois-tu comment ça prend pas de place? Non, on met ça dans notre pack-sac, on le ferme comme ça ici. Vois-tu? Très facile, ça prend pas de place du tout. Et ça fait pas de bruit quand on le traîne. C'est ça. Et ça, on commence avec un bruit sec comme ça. Vois-tu? Ça fait un très, très beau son. Ouais, tu forces quand même, là. Oui, c'est ça. Faut mettre... Parce que si je pèse pas assez dessus, vois-tu le son que ça fait? Comme un son de plastique. On le tient bien dans nos mains, on fait des bons chocs, on le frotte assez fort dessus, ça fait des très beaux sons quand même. C'est pratiquement pareil comme un vrai panache. Là. Donc, c'est sûr qu'accompagné des appels les câbles, comme celui-là ici, oui, qui est de qualité, tu vas avoir quelque chose qui est quand même gras, tu vas avoir quelque chose qui va venir carrément confronter. Tu poursuis avec ton rattling, évidemment, utilisation de phéromones. Oui. On ne dira pas trop fort, on regarde les secrets pour nous autres. Oui, tout ce qu'on peut faire. Il ne faut pas avoir peur non plus, Martin. Les gens ont peur, on dirait, d'y aller et faire du bruit dans le bois. Il faut en faire. Quand les routes avancent, il faut vraiment, vraiment imiter un chevreuil mature. Parce que si tu t'attends toujours aux pommes et tu es dans ta cache, tout ça, tu vas en avoir des chevreuils. Mais des gros mâles matures, là, il faut vraiment que tu les confondes. Il faut que tu fasses du travail pour les avoir. Là. Ah oui, puis c'est presque une farce à faire, mais le caméraman me suivait la semaine dernière, il y a 2 semaines, à l'Orignal, puis il avait peur un peu de craquer des branches. Ben, je lui dis, écoute, craque là ta branche, cale après. C'est ça, exactement. C'est ça. Faut pas avoir peur de faire du bruit. C'est ça. Comme tu veux les gros panaches comme ça ici, on entre choc. Pas besoin d'avoir peur. On en fait du bruit. Ça va les attirer, c'est sûr. Ça prend un petit peu plus de place. Ça fait du beau son quand même. Mais c'est un petit peu plus... Mais je me rends compte que tu as de l'air d'être moins efficace avec ça
qu'avec la petite roulette en plastique. Ça se contrôle mieux, je te dirais. Ça se contrôle mieux. Ça, c'est quand même assez gros. Donc, avec ça, c'est très, très, très facile de faire venir les mâles avec ça. Génial. Écoute, Guy-Paul, on passe en magasin pour voir, parce qu'il y en a d'autres, évidemment. Ça, c'est un échantillon de ce que tu as en main. C'est l'Halloween? Oui. Moi, je t'invite, on sort le popcorn, on regarde un reportage que je suis allé faire. On parle de chauve-souris, syndrome du museau blanc. On va voir les dortoirs un peu, on va voir comment est-ce que les gens gèrent tout ça. Restez là. Je me trouve présentement au domaine Joly de Lobinière, domaine que vous connaissez par sa biodiversité indigène qui est tout à fait incroyable. Mais aujourd'hui, ou presque ce soir, je m'intéresse à un tout autre sujet et je ne suis pas le seul à m'y intéresser. Sujet relativement mystique. Je rejoins tout de suite Anouk, qui est biologiste au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. On parle aujourd'hui de la chauve-souris. Effectivement, on va parler de chauve-souris. Et si on est chanceux, on va en voir aussi. Ben oui. Bien, la nuit tombe bientôt. J'imagine qu'on va être justement dans la zone pour pouvoir faire des observations. Mais là, le ministère s'intéresse à ces petites chauves-souris-là pour une raison très, très, très particulière. Oui, on s'intéresse aux chauves-souris parce qu'ils vont très mal en ce moment. Donc, on a 8 espèces de chauves-souris au Québec. Et les chauves-souris qu'on appelle cavernicoles, qui sont les chauves-souris résidentes du Québec, sont affectées depuis quelques années par une maladie qu'on appelle le syndrome du museau blanc. En fait, c'est pas une maladie, c'est une infection fongique. Et cette infection-là décime les populations de chauves-souris résidentes du Québec, donc les cavernicoles. Quand on dit décime, là, à quel point? On s'est vraiment décimé. Donc, on parle de plus de 90 de mortalité chez certaines espèces. Pour vous donner une idée, dans des endroits où, par exemple, ça se passe beaucoup l'hiver, donc on avait des hibernacles qui sont les habitats de la chauve-souris l'hiver, donc des grottes ou des cavernes. Et dans certaines places, on avait initialement plus de 5000 individus dans certains cas ou 1000 individus. Et là, des fois, il en restait 5 ou 0. Donc, on parle vraiment même des fois de déclin de 100 dans certains sites. Et si je ne me trompe pas, tu me parles d'hibernacle et c'est justement à ce moment-là que la maladie du museau blanc les frappe par épuisement, ces petites bêtes-là. C'est ça. Dans le fond, le champignon, c'est un champignon qui a été introduit d'Europe à New York en 2006. Il est arrivé au Québec en 2010. Et le champignon, c'est un champignon qui aime le froid. Donc, il va se développer durant l'hiver et à peu près à la même température que les chauves-souris. Donc, les chauves-souris, l'hiver, ils aiment bien 4 degrés. Ils descendent leur température, ils rentrent en torpeur. Et là, le champignon va se développer sur les chauves-souris, surtout qui ont fermé un peu leur système immunitaire pour économiser de l'énergie. Et ce que ça fait, c'est que le champignon fait une espèce de maladie de peau. Finalement, il rentre dans les tissus. Et c'est pas le champignon qui les tue comme tel, c'est que le champignon va faire qu'ils vont se réveiller beaucoup plus souvent. Donc, une chauve-souris qui sort de torpeur, c'est une chauve-souris qui, un peu comme on chauffe le poêle, il faut qu'elle augmente sa température, elle brûle ses réserves de gras et elle se réveille beaucoup plus souvent. Donc, finalement, elle s'épuise très, très rapidement. D'épuisement, littéralement d'épuisement. Exactement. Fait qu'ils se réveillent souvent au mois de mars, puis là, au mois d'avril, ils ont presque plus de réserve. Ils sortent pour avoir de la nourriture, pour manger. Puis évidemment, au mois de mars, ici, c'est pas fameux pour les insectes. Absolument pas. Absolument pas. C'est relativement rare dans ce temps-là. Donc, ça crée un problème qui est majeur. Donc, cette petite bête-là, ce petit mammifère volant-là, qu'on a énormément mystifié dans la littérature, autant dans les films que dans l'écrit, et au bout du compte, très fragile, beaucoup plus que ce qu'on le pensait. Quand on entre dans le jardin du domaine de Joly, on se ramasse dans un paradis. Juste mes petites plates-bandes à la maison, j'en ai assez à m'occuper comme ça. Mais j'en connais une que ça fait 31 ans qu'il s'occupe de ce paradis-là. Madame Hélène, comment ça va? Très bien, et vous? Ça va très bien. 31 ans à la direction générale du domaine de Joly. Ça fait 31 ans de belle fierté, ça. C'est 31 ans de travail d'équipe avec des partenaires, avec vraiment plusieurs des bénévoles, plein de gens qui nous aident à mettre en valeur ce petit coin de paradis. C'est pas juste vous, les mauvaises herbes, là. Non, aucunement. C'est même jamais ou quasi jamais moi, les mauvaises herbes. Vous avez un milieu qui explose de biodiversité. C'est incroyable. De plantes indigènes, tantôt de plantes qui ont été aussi un peu plus exotiques, introduites dans les jardins. Une biodiversité qui permet aussi la reproduction d'énormément d'insectes qui entrent dans le régime des petites chauves-souris ou de vos petites filles. Puis là, vous voyez où est-ce que je m'en vais. Hein? Là, quand je parle de ces petites filles, je parle pas de ces enfants. Parlez-moi de vos petites filles. Vous vous rendez compte que vous avez des chauves-souris dans votre grenier. Et à ce moment-là, à la place de s'affoler,
on se dit, tiens, si on s'en occuperait à la place. Effectivement. Donc, il faut comprendre d'abord que le domaine Joly de Lotbinière, c'est un site historique et il y a différents patrimoines. Et dans les patrimoines, il y a bien sûr aussi le patrimoine naturel. Et dans ce patrimoine naturel-là, bien, ce sont justement tous ces éléments de la biodiversité qui forment un tout. Donc oui, les jardins amènent beaucoup d'insectes différents, mais il y a aussi la colonie de chauves-souris qui, elle, a choisi le domaine Joly de Lotbinière parce qu'elle pouvait manger. Donc oui, le grenier du cottage leur donnait l'endroit nécessaire pour établir une maternité, donc pour élever leur bébé, et par la suite, bien sûr, peuvent venir dans le jardin pour se nourrir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on a découvert la maternité, il y a eu deux façons de penser. Il y a des gens qui disent « Ah non, 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 il faut qu'on les enlève de là. » Et moi, je me disais... C'est ce qu'on entend souvent dans la population. Oui, là. mais il faut comprendre que, oui, il y a des fois, on ne cohabite pas avec les chauves-souris. Les chauves-souris sont des petits animaux sauvages, au même titre qu'on ne cohabite pas avec un raton laveur, une moufette voilà. ou un écureuil. Donc, dans ce sens-là, nous, on a communiqué avec les gens du Biodôme à Montréal, et M. Delorme est venu, on a fait un peu une inspection, et puis on s'est rendu compte que notre milieu était sec. Écoutez, dans le grenier, aujourd'hui, il faisait plus de 40 degrés. Donc, c'est un milieu qui est extrêmement sec, mais c'est ce dont elles ont besoin, les petites mamans, pour pouvoir justement laisser leur bébé sortir se nourrir en venant manger les insectes du jardin et revenir pour allaiter leur bébé. Et ça permet aussi la proximité avec l'être humain de manière saine, ce milieu sec-là. C'est-à-dire que quand on a restauré les bâtiments, on a attendu bien sûr que la maternité soit vidée. Donc, les travaux se sont faits tard à l'automne. Puis par la suite, on a fait C'est un gros respect envers l'espèce. Bien, c'est extrêmement important. Donc, parce qu'elle nous rend un service. Donc, on vit, l'être humain est aussi dans cette biodiversité-là. Donc, tout le bien qu'elle nous apporte, je pense que c'était normal, en tout cas pour nous, de pouvoir leur rendre ça. Donc, on a attendu qu'elles aient quitté. Puis ensuite, on a restauré le bâtiment. Mais on a laissé le petit trou au-dessus de la porte où elles entrent et elles sortent. Génial. À sa place pour ne pas les déranger. Donc, le printemps suivant, c'était comme chose faite. Elle ne se rendait pas compte, mais le bâtiment avait été restauré et on pouvait, nous, à ce moment-là, pouvoir l'utiliser correctement. Mais elles ne s'en sont pas rendues compte. Et là, au moment où est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui, à l'annonce d'un endroit où est-ce que les chauves-souris nichent chez eux, s'affolent, vous partez d'une population d'environ 1200 chauves-souris. Tout ça décline. Ça vous rend littéralement triste, là. Moi, ça m'attriste, vous pouvez On n'est pas dans la même savoir. approche du tout, du tout, du tout. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire au niveau de la conscientisation sociale. Si on sait maintenant qu'autour de nous, il y a encore des chauves-souris qu'il faut communiquer avec le ministère, il faut vraiment le dire pour que, justement, le ministère puisse prendre en compte cette nouvelle maternité qu'ils vont avoir découvert. Mais c'est aussi le rôle que chaque humain a à faire envers cet être de la chaîne alimentaire, ou si vous voulez, ou de la biodiversité de notre jardin. Et malheureusement, bien sûr, avec la maladie du museau blanc, bien, les petites filles, présentement, bien, elles ne reviennent pas. Donc, c'est ça qui m'attriste, c'est que passer de 1200 à 52 cette année, c'est vraiment désolant. Mais en même temps, il faut qu'on puisse encore, à quelque part, en profiter. Donc, moi, je dis, si les gens ont chez eux des chauves-souris, n'ayez crainte, les chauves-souris, elles ne s'attaquent pas aux gens, elles ne se pognent pas dans les cheveux, elles ne mordent pas dans le cou. Donc, ce sont vraiment des petits mammifères qui sont attirés justement par les insectes et qui vont se nourrir tout simplement. Et si elles viennent près de nous, c'est souvent parce qu'on a une lumière près de nous, puis elles viennent se nourrir tout simplement en étant auprès des gens. Mais tout là, simplement. Vous, dans votre cas, vous avez pris quelques dispositions au niveau de l'emplacement. Où est-ce qu'elle niche? Oui. J'ai vu tout à l'heure que vous avez recouvert le sol. Oui. Vous approchez pas trop non plus. On a fait un troisième plancher aussi pour vraiment isoler entre en dessous où les humains sont et aussi le grenier. Donc, le grenier est vraiment pour les petites mamans chauves-souris, pour les petites filles. On ne leur touche pas. On les n'entre laisse jamais en contact. Écoutez, je ne suis jamais entrée en contact avec une chauve-souris depuis 31 ans. On les protège, on protège leur habitat, mais en même temps, on ne cohabite pas avec elles. Ce n'est pas un animal qu'on peut flatter comme un chat ou un chien. C'est un animal sauvage et on doit respecter justement ce côté sauvage.
Et si vous vous posez la question sur la qualité des plantes qu'il y a ici sur place, moi j'ai une partie de la réponse pour vous. Je pense que les petits cadeaux qu'ils déposent dans le grenier vous sont fort utiles côté jardin. Effectivement. Et c'est M. Jean-Claude Vigard qui, lors d'une visite, me disait « Hélène, c'est de l'or noir! » Donc, imaginez. Le guano le en tant qu'engrais est récolté à chaque automne. Après le départ des mamans, on ne va pas dans leur grenier, dans leur habitat le temps qu'elles sont là. Donc, quand elles ont quitté, l'on récolte le guano et au printemps, c'est ajouté simple, au avec compost. la polythène, et voici, on fait un cône et on envoie ça. Et regardez ce que ça donne comme jardin. Effectivement. Imaginez les tomates chez vous. Madame Hélène, un gros merci. Merci une belle beaucoup. histoire. À bientôt. Nathalie, aussi biologiste du côté du ministère, tu es la collègue de Anouk. Oui. Et c'est toi, ça, le petit oiseau de nuit du ministère qui t'approche autant des petites chauves-souris. Oui, en fait, les chauves-souris me fascinent, mais c'est un animal qui est très, très intéressant, que les gens connaissent très peu et qu'on aurait intérêt à en connaître un peu plus. Souvent, on les a tout près de chez nous, puis on ne le sait pas. Ah oui, bien, effectivement. Puis c'est une des raisons pour lesquelles on met de l'avant de l'information. Puis, par exemple, le réseau que tu supervises présentement, parle-moi-en. Oui, on est en train de mettre en place un réseau de suivi des maternités pour savoir où les chauves-souris ont leur maternité. Les maternités de chauves-souris, c'est les endroits où les femelles se réunissent pour avoir leurs petits durant l'été. Alors, nous, on veut savoir où elles sont parce qu'on ne les connaît pas. On en connaît quelques-unes au Québec, mais les autres, on ne sait pas où elles sont. Mais là, comment on s'y prend pour trouver ces petits repères cachés-là? En fait, le Québec est très grand, donc on peut pas parcourir le Québec à au pied, complet. Non, même en voiture, on ne peut pas. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux citoyens, on a fait un appel pour que les gens nous envoient les mentions, les endroits qu'ils connaissent où il y a des maternités, où ils savent qu'il y a des maternités. Ça peut être une maison, un chalet ou une demeure tout près, ou ça peut être des arbres aussi. Alors, on a demandé aux gens de nous dire où il y avait des maternités. Donc, on signale les observations majeures. Oui. Et de là, toi, tu prends en main. Donc, il y a une certaine observation, il y a une certaine veille qui se fait sur ces maternités-là. Puis, à partir de là, ton travail à toi, là, c'est quoi? Parce qu'on t'appelle l'oiseau de nuit, c'est pas pour rien. Ça a l'air que tu sors souvent la nuit. Effectivement, oui. On sort, je suis pas toute seule, parce que souvent, quand on va à ces maternités-là et on fait des décomptes. On se rend sur place, on contacte les gens qui nous ont appelés, les propriétaires, puis on leur demande la permission, bien sûr, et on se rend pour faire un décompte. On va observer les chauves-souris à leur sortie le soir pour être en mesure de savoir combien il y en a dans l'intérieur. Et ça nous donne un bon indice sur l'état de la population, puis comment que la population va. Et là, dis-moi ce que tu fais. Ce qui m'intéresse, c'est surtout, là tu es ici, là, à la tombée de la nuit, là, tu sais que les chauves-souris vont sortir. À partir de là, ta mission à toi, c'est quoi? Comment tu t'y prends? Bon, en fait, ici, c'est facile parce qu'on sait que la maternité, il y a une seule sortie, parce qu'il peut y avoir plusieurs sorties par lesquelles les chauves-souris vont voyager. Ici, il y en a une seule. On s'installe confortablement parce que c'est important, c'est long. Quand on fait le décompte, ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie. Il faut avoir les yeux toujours fixés sur la sortie. On utilise une lumière et qu'on pointe pas directement sur l'ouverture, mais juste à la base. Pour pas les effrayer? Pour pas les effrayer, parce qu'ils vont sans ça, ils vont avoir peur de sortir. Il y a trop de lumière. Eux autres sont habitués à sortir la nuit. Donc, on fait une lumière à côté juste pour être capable de les voir sortir et on les compte à chacune qui sort. Donc, ça peut être quand même assez laborieux parce que des fois, ils peuvent sortir plusieurs à la fois, mais parfois, il faut attendre 15 minutes entre un autre batch de sortie, comme on peut dire. Et là, tu procèdes, en même temps que tu fais ce comptage-là, tu procèdes à une certaine identification. Oui. Mais pas à l'œil nu. Non, parce qu'on passe trop vite, on ne peut pas les identifier. Alors, on utilise un appareil qui s'appelle un anabat. C'est un appareil qui permet de capter les sons des chauves-souris, les cris des chauves-souris, les colocations, et ça les rend audibles à l'oreille. Oui, parce qu'on ne les entendrait pas comme ça, là, sans appareillage. Non, on ne pourrait pas les entendre. Et je peux vous donner un exemple du type de son qu'on entend. Juste c'est sensible, très ça? Très sensible. Juste la friction. Et là, tu fais quoi? Tu as des sons? Oui. Et ça te permet de les identifier, mais de quelle façon? Tu réécoutes ton appareil? Non. En fait, ce que l'on fait, c'est qu'on prend les sons et on les amène à l'ordinateur et on transforme en mégahertz. Donc, c'est comme on est capable, avec les fréquences, chaque chauve-souris a un cri selon une certaine fréquence et la fréquence selon que l'on a nous permet d'identifier l'espèce. Ça, c'est génial. Avec la fréquence qui est émise par le cri, tu peux identifier directement l'espèce. Oui, effectivement. Sauf
un petit bémol sur les myotis, qu'on a de la misère à les différencier des espèces, mais on peut le faire avec certains autres appareils. Hey, t'as un beau travail. Oui. Un beau travail d'oiseau de nuit, puis je te remercie. Bien, ça fait plaisir. Anouk, quelle belle expérience. Passer une journée comme ça avec vous autres à observer ces petites bestioles-là, à en parler, à voir un peu comment ça fonctionne. Moi, j'ai, excuse-moi l'expression, littéralement tripé. Maintenant, on a fait le tour de la problématique, on l'a mise en contexte dans ce qui se vit ici au manoir Joly-Lobinière. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour enrayer ça? Bien, déjà, on peut commencer par les aimer. Donc, oui, si ça. déjà il y avait une bonne presse, ça aiderait. oui, Parce que oui. c'est sûr que des fois, il y a beaucoup de préjugés sur les chauves-souris qui leur donnent une mauvaise réputation. Mais c'est sûr qu'il y a des actions plus concrètes. Donc, ce qu'on fait au ministère... Pour l'instant, la maladie, il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent sur une solution aux États-Unis. Nous, présentement, on n'est pas en mesure de faire ça. On n'a pas les moyens pour faire ça là, dans les laboratoires et tout ça, mais on est capable de suivre ces progrès-là et aussi de faire des études un peu plus poussées, entre autres sur le suivi. Donc, le suivi des maternités, c'en est un. Il y a aussi un suivi des hibernacles l'hiver qu'on essaye de compter, de voir, de mesurer le déclin et espérer mesurer une reprise peut-être des populations. On va essayer de voir s'il y a des individus qui peuvent être résistants à la maladie, donc c'est ce qu'on essaye de voir. Et ensuite de ça, il y a un réseau acoustique, donc comme on a montré tantôt avec l'appareil qui enregistre les sons, qui se fait à la grandeur du Québec depuis les années 2000. Donc avec ça, on a vraiment des tendances annuelles des populations depuis très, très longtemps. Donc déjà, le suivi, c'est un élément important. Ensuite de ça, il y a des projets de recherche plus précis. Donc, quand on va avoir assez de maternité, au Québec, on va pouvoir regarder la démographie, comment la reproduction va, comment les espèces se reproduisent finalement, augmentent la population après le déclin. Mais Donc, justement, pour pouvoir faire ces observations-là, ça prend des points d'observation. Exactement. Et c'est là que la population est interpellée. Hein. Quand on fait des observations, qu'on dénombre certaines chauves-souris en sortie d'un endroit précis, il faut rentrer en communication avec le ministère et dire « Hey, j'ai une observation majeure, venez donc voir. » Et de là, ça vous donne les outils. C'est ça. Donc, nous, on a besoin d'aide parce que, comme Nathalie le disait tantôt, on ne sait pas où sont les maternités. Les hibernacles, on en connaît très peu. Donc, il faut que les gens nous appellent quand ils en observent, quand ils en ont dans leur résidence ou dans leur bâtiment, dans leur chalet ou dans des nichoirs sur leur maison. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, il y a un site Internet qui s'appelle Chauve-souris Québec en un mot. .ca, donc chauve-souris-québec.ca. Et ce site-là donne plein d'informations sur les chauves-souris, donc autant pour apprendre sur leur biologie, autant qu'est-ce qu'on fait quand on a une maternité de chauves-souris, comment il faut prendre des mesures de sécurité quand on en a, mais aussi permet d'enregistrer des maternités et même de nous aider en faisant des décomptes. Donc c'est carrément un point de communication avec eux autres. Je peux rapporter là-dessus l'observation des chauves-souris. Puis mettons que toi, tu as un dortoir de chauves-souris chez toi, bien, tu peux décider de le soir, comme on a fait là, de faire le décompte, puis de compter les chauves-souris, puis de nous les enregistrer. Donc, parce que nous, on ne peut pas aller partout. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir un suivi éventuellement le plus grand possible à la grandeur du Québec. Donc, c'est vraiment un outil qu'on met en place et c'est avec ce site-là qui débute, ça va permettre de faire ça. Donc, à la place de continuer de mystifier ce petit mammifère volant-là, lui venir en aide, de par son apport à la biodiversité, tu m'en as parlé en dehors de la caméra, il y a des études américaines qui ont été faites et les chiffres sont astronomiques. C'est ça. Au Texas, ils ont évalué, en prenant les chiffres, le rôle que les chauves-souris font pour contrôler les insectes dans l'agriculture, tout ce qui empêche aussi les pesticides qu'on ne met pas quand il y a des chauves-souris. Oui. Donc ça, c'est presque 3,7 milliards de dollars minimalement estimés. Et c'est sûr qu'au Québec, on n'a pas encore de chiffres comme ça, mais toute la foresterie, toute l'agriculture, c'est sûr que les chauves-souris ont un rôle énorme sur le contrôle des pestes. Et les gens, des fois, ils n'aiment pas les chauves-souris, mais je pense qu'ils aiment encore moins les insectes. Donc, d'avoir des chauves-souris, c'est quand même un moindre mal. Alentour de la maison, on sauve un peu de crème, ça amoindrit la quantité, on aime bien ça. Ça fait partie de notre biodiversité, puis il faut s'en occuper. Et à ce propos, moi, j'inviterais peut-être les gens à aller visiter le site Internet, évidemment, mais aussi, vous l'avez vu aujourd'hui, on est au domaine Joly-Lobinière. Il y en a une maternité ici. Vous pouvez venir sur place et parler avec les gens qui sont témoins de ce déclin-là depuis longtemps et qui vont vous parler de leur proximité avec ces chauves-souris-là et de quelle façon, finalement, c'est pas si terrible que ça. Anouk, je te remercie et tu as d'excellentes informations. J'ai passé une très belle journée. Bien, tant mieux. Merci beaucoup. Merci. Cette chronique vous a été présentée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
Pierre Tremblay, comment vas-tu? Très bien, Martin. Et toi? Super bien. Surtout que tu es de retour en studio, mais là, tu viens de changer de chapeau. Je dis, Martin, quand je viens de voir, je suis un passionné de chasse puis de pêche. Je veux plus que tu me parles de voiture. Parle-moi de chasse puis parle-moi de pêche, puis je vais embarquer. C'est ça? C'est ce que j'aime. J'aime ton métier, j'aime ton passe-temps, j'aime ce que tu fais. Puis évidemment, je me revois très, très, très grand là dans ça. Alors, j'aime ça parler de ça, moi aussi. Puis dis-moi, la chasse pour toi, là, ça fait combien de temps que tu as commencé? J'ai pas 10 ans, Martin. Alors, j'ai 51 ans. Tu vois, j'ai commencé, je devais avoir 42, 43 ans, à me permettre d'aller chasser. Alors, ça veut dire que tu fais carrément partie de la relève. Pierre Tremblay fait partie de la relève des chasseurs. Oui. Puis je compte bien continuer encore très, très longtemps parce que c'est un passe-temps extraordinaire. Et ça, c'est le fun. Mais dans une vie d'homme d'affaires occupée comme la tienne, ça a pris quelqu'un de force pour gratter l'allumette puis allumer une passion même chez vous. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu pars de ton bureau dans le bois, toi, là? Écoute, on est une famille de chasseurs chez nous. Mon père a toujours été à la chasse, donc ça c'était clair dans mon esprit que je pouvais être un chasseur, mais la vie étant ce qu'elle est, le travail, les enfants, etc. Alors évidemment, ça n'a pas été ce que moi j'ai fait jusqu'à l'âge de 40 ans, si on veut. Un jour, mon grand frère, Gilles Tremblay, qui est propriétaire de la Seigneurie du Triton, me dit « Pierre, j'aimerais ça que tu sois mon compagnon de chasse dorénavant pour le futur. » C'est comme ça que ça a commencé. C'est un beau cadeau que tu lui fais en lui répondant « Oui, mon frère, je vais y aller ». Oui, c'est un beau cadeau qu'il m'a fait en me permettant de vivre ces expériences-là. Première fois que tu rentres à la chasse avec ton frère, la toute première chasse après cette demande-là, à quelle chasse tu vas? Comment ça se passe? On va à l'Orignal. Écoute, la chasse, c'est un beau... tu sais, souvent, les gens, évidemment, peuvent avoir des idées préconçues de la chasse. La chasse, c'est un... premièrement, on est dans le bois. On est en communion avec le bois. Alors, on est en communion aussi avec nos amis chasseurs. Et on part le matin, on se raconte notre journée en fin d'après-midi. C'est des moments magiques à passer avec nos amis. C'est des moments magiques que je passe avec mon frère, que le bois me permet de faire, puis la nature me permet de faire. Puis écoute, une journée entière, en plein automne, quand il n'y a plus de feuilles, puis qu'il y a du beau soleil, il n'y a rien de plus merveilleux que ça, et tu le sais. C'est un bonheur extraordinaire qu'on ne peut pas oublier, là. Ça marque. Et ça, même sans prélèvement de gibier. Quand tu arrives à la fin d'une journée, il n'y a pas eu de gibier nécessairement, que ce soit à la pêche ou à la chasse, mais on a passé cette très belle journée-là, entre amis. On a ri les uns des autres. As-tu vu le tir manquer? Bon, on tire la canne à pêche, ça revole par an. On se fait du fun. Puis c'est ce qu'on recherche au départ. J'ai vu une des photos que tu nous as envoyées d'une chasse à l'Orignal. Je pense que c'est 2012, est-ce que je me trompe? 2012, oui. Et celle-là, c'était où? Pourvoirie-le-Chasseur, dans le coin de Rimouski. C'est un bel endroit. Oui. Puis écoute, très respectable comme grosseur de bête. Oui, tout à fait. 42 pouces, je pense, de panache, là. Alors, c'était une belle bête. Ça a été une belle expérience pour moi. C'est d'ailleurs mon plus beau. D'ailleurs, c'est de dire que ce ne sont pas toutes les années qui nous apportent la même manne de gibier. Cette année, pour toi, ça n'en a pas été une parfaite. Non, à l'Orignal, cette année, ça n'a pas fonctionné, effectivement. Mais, tu sais, Martin, si on revient au début, là, j'ai passé 6 journées formidables dans le bois. Et voilà. À pouvoir réfléchir, à pouvoir lire, à pouvoir marcher, à pouvoir me reposer. Et on sort de là tellement ressourcé que, et écoute, la bête a gagné, là, les bêtes ont gagné, c'est pas plus compliqué que ça. Mais cette année, la moyenne, tu le sais, hein, les nouvelles ne sont pas superbes du côté de la chasse à l'Orignal. Il n'y a pas de grandes épopées à raconter. Tu fais partie un peu de cette histoire-là, moi aussi pour d'autres raisons. Ça arrive comme ça. Anticosti, tu es un gars qui va à Anticosti, puis là, je dois dire que quand le réalisateur m'a montré les photos tout à l'heure, il me montre une photo de chevreuil, puis il me dit, en même temps que j'y pense, ça n'a sûrement pas été pris à Anticosti. Là, je vois en haut, Pourvoirie, Lac-Geneviève. Non. Puis là, il me dit, c'est pas Pierre qui l'a tué, mais c'est lui qui l'a fait venir. Oui, tout à fait. Écoute, c'est une expérience formidable. Oui, c'est un chevreuil de 180 livres à Anticosti. Écoute, mon frère Gilles a 25 ou 27 ans d'Anticosti. C'est la plus belle bête qui a réussi à tuer là. On est chanceux, il va dans le rut entre le 25 et le 30 novembre à Pointe-Nord, Pourvoirie du Lac-Geneviève, chaque année, depuis 6 ans maintenant. Ça s'en vient? Ah, c'est très bientôt. Écoute, je suis excité, j'ai extrêmement hâte. Puis c'est le fun parce que les bêtes, tu sais,
c'est tellement intelligent, un chevreuil, c'est tellement habile, mais évidemment, c'est le rut à ce moment-là. Alors, ils perdent un petit peu de leur défense, si on veut, ou de leur alerte. Là. Ils sont de moins alertes, mais ils sont plus, évidemment, attirés. Alors oui, 3 fois, cette belle grosse bête-là est venue voir quelle femelle l'attirait. Sur ton appel. Et à la troisième, absolument. Et à la 3e fois, on a réussi à l'abattre. Alors, ça a été une chasse formidable. Tu es aussi un pêcheur. Oui. Tu vas à la pêche. Écoute, j'ai vu des belles photos passer. Évidemment, tu dois aller au Triton régulièrement voir ton frère. Évidemment. Évidemment. Dans quelle pêche tu prospères le plus? Écoute, je ne suis pas un très grand pêcheur. Alors, premièrement, je suis très respectueux, évidemment, de la nature. Alors, moi, si je ne prends pas de poisson une journée donnée, c'est bien tant mieux, ils sont encore dans le lac. C'est ma philosophie, c'est ma façon de faire. Alors, en prendre, je suis très heureux. Aller passer encore là une journée dans une chaloupe avec de la lecture, avec des amis, à s'amuser, à rire, écoute, et à relaxer, pour moi, c'est là qu'est le grand bonheur. Puis tant mieux si on fait une belle pêche. Alors, je vais au saumon. À Baie-Joinette cette année, j'ai pris un beau saumon de 5 livres. C'est un privilège, ça aussi. Oui, là, ça a été oui. 3/4 d'heure, Martin. 45 minutes avant de l'amener. Écoute, 5 livres, c'est pas un monstre, mais il se débattait tellement. Moi, je dis que c'est une Formule 1, c'est la Ferrari des poissons. J'ai trouvé ça exceptionnel. C'était le 2e saumon que je sortais. Et j'ai adoré ça. Alors, quelquefois, le doré, Lac-Saint-Jean, j'ai un chalet au Lac-Saint-Jean, à la Wananiche, le doré, mais écoute, je ne suis pas celui qui va se lever très tôt le matin, chaque matin, va à la pêche. Là. Mais quand j'ai l'occasion d'y aller, c'est un grand bonheur, c'est un grand ressourcement. Écoute, je te garde avec moi. Tu connais Stéphane Monette? Oui. Tu connais toute la grandeur de connaissances puis le partage que ce gars-là est capable. Après la pause, on parle justement avec Stéphane, puis Stéphane nous parle de frottage, de grattage, puis de quelle façon les exploiter. Moi, je t'invite là, à écouter ça avec moi. On s'en va à la pause. Au retour, on écoute ça ensemble. Génial. Partez à l'aventure en toute sécurité avec le groupe JD de Bois-Châtel, à 1 minute de Québec. Hey, Steph, sérieux, il y en a encore un autre. Oui, puis là, on commence à être dans une place haute. Moi, ce que j'aime dans ces affaires-là, là, on passe dans son sentier. Normalement, je passerai à côté, mais pour les besoins là, de l'émission, il faut essayer de se placer. Mais tu vois ici, tu as un frottage qui est là. Puis il est frais. Très frais. On en a un en arrière, on en a plus loin. Mais ce qu'il y a de caractéristique, c'est quand on s'en venait, on les voyait ne savait pas. Non. On doutait qu'il y avait un sentier de chevreuil, mais on les voyait pas. Ça nous donne une indication quand est-ce que les chevreuils sont ici. Parce que là, on le sait que dans ce coin-là, c'était sale. Donc, je présume, on avait vu des couches. Oui. Donc, on avait un dortoir là. Puis en s'en allant par là-bas, on s'aperçoit qu'on le sait qu'il y a de la nourriture. Il y a des champs, on a des appâts faits dans ce coin-là. Donc, si il part de la nourriture puis il s'en va se coucher... Parce que ça se passe le matin, généralement. Là. Et voilà. Fait que ça, c'est un sentier de matin. Fait que si j'ai à choisir quand est-ce que je vais regarder ces grattages-là ou que je vais faire un site de provocation, je vais le chasser le matin parce qu'il part de la nourriture, parce que c'est simple. Le chevreuil se nourrit en fin de journée et toute la nuit. Ensuite de ça, il va partir, puis dans la nuit, là, il va se coucher, il va ruminer, il va digérer. Mais quand le soleil se lève, il repart des places de nourriture, puis il s'en va dans son dortoir. Là, c'est là que ce boc-là, en voyageant, il commence à laisser ses frottages pour la période du rut. Oui. Donc, le matin, il va passer ici. Si ça aurait été à l'inverse, qu'on serait arrivé, on aurait parti de la place de nourriture et que là, on aurait vu le dortoir où est-ce qu'il est, mais du dortoir, il part puis il laisse ses signes bien visibles jusqu'à la nourriture, bien là, c'est une trail de fin de journée. C'est une passe de soir. Une passe de soir, pour le soir. fin de journée. Fait qu'il se lève, il a passé la journée à ruminer, à se reposer, il va partir de son dortoir puis il s'en va manger. Bien là, si on voit les frottages sur ce sens-là, sûr qu'en fin de journée, je vais venir me placer sur le long d'un sentier comme ça. C'est l'endroit. Là, ce qui nous manquait, c'était des grattages au sol. Parce que là, on a des frottages, il a laissé. Puis là, bien, garde, c'est caractéristique, on arrive, puis là, on en a deux. Oui. On a un grattage ici, puis on a un autre grattage là. Oui. OK? Bien là, en évidence. Bien en évidence. Là, ce qui arrive, c'est que vu que l'arbre a tombé, le chevreuil, regarde, il a déjà mâchouillé ici, il a cassé ici. Il ne sait pas lequel qui va prendre des deux.
Mais là, nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'aider. On va l'aider, on va y décider. Fait que ce qu'on va faire, on va partir. Ça, j'aime ça, cette façon-là, parce que cette branche-là, elle est bien caractéristique. Le grattage, il est là. C'est la hauteur que t'aimes? Oui, tout le temps à la hauteur du menton, à peu près. OK? Vas-y, viens, passe. Yes. Puis on va juste s'installer. Normalement, écoute, on sait qu'on fait aurait jamais passé ça. loin, On mais fait pour, jamais ça. pour les images, pour les gens, on le fait comme ça. Fait que là, quand j'arrive, tu vas voir, je fais ça très rapidement. Je vais gratter l'arbre avec ma scie. Donc, je vais travailler le côté visuel de mon chevreuil. OK? Fait que lui, là, quand il va arriver, il va voir qu'il y a eu un autre chevreuil qui a frotté. Là, il va trouver ça agressant. Je suis dans son domaine, je suis dans sa maison. Donc, à partir de là, je viens d'attaquer ses yeux. Là, ce que je vais faire, je vais prendre du préorbital. Oui. Mais là, il faut comprendre que je fais ça très rapidement, Martin. Là, on est en mise en scène. Là. En mise en scène. On aurait des masques, on aurait des gants. Tu vois, je l'ai toujours. Je vais m'installer comme ça. Jamais j'aurais passé même proche du grattage. J'aurais fait un bon détour. Un bon détour, puis tu fais ça vite. Exactement. Fait que là, ben, je vais prendre mon préorbital. J'en prends. J'ai mis mes phéromones dedans avant. OK? Donc, je le prends. On le voit qu'il est bleuté. Je vais en laisser juste un petit peu sur la branche. J'en prends, j'en mets sur mon grattage, sur mon frottage. Le substrat du préorbital, en tant que tel, là, il est comme à base lipidique, un peu, il est gras. Hein? Oui. Fait qu'il va avoir tendance à se dissiper beaucoup moins rapidement à la pluie. Ce qui est important, pourquoi il était pensé comme ça, c'est quand le chevreuil va frotter avec son crâne dessus, ça va imbiber son poil, puis ça, quand il va le licher, ça va y en rester, il va virer fou avec cette odeur-là. C'est pour ça. Puis justement aussi, c'est s'il pleut, comme on a des journées humides. Il se dilapidera pas. Oui, le produit se dilue moins rapidement. Ensuite, je prends mon urine de mâle. Encore une fois, j'ai des phéromones à l'intérieur. Puis là, bien, ce que je vais faire, juste prendre la vaporisation, puis je vais en laisser 1, 2, 3, puis j'arrête ça là. Là, ce qu'on fait, là, c'est carrément de la provocation. Ah là, on est après dire, c'est ça. On est chez eux, puis on vient dire, boum, il y a un nouveau compétiteur dans le coin. Puis, pourquoi que ça les rend si fous que ça? C'est que le chevreuil, tout l'été, on appelle ça des bachelor group. Ils vont rester ensemble. Ils restent tout le temps en chum, si tu veux. Oui. Puis là, bien, ils apprennent à se connaître. Le seul moyen qu'ils ont de se connaître, c'est par les odeurs. Fait qu'ils vont apprendre à se sentir. Ils apprennent à se connaître très bien. Et là, quand la chasse arrive, quand que le temps du rut arrive, c'est là que tout se passe, que là, ils vont se séparer. Mais si toi, tu arrives avec une nouvelle odeur, que tu fais ça, c'est pour ça que ça les rend fous. Et si on travaille le nez, on travaille les yeux en faisant ça, puis le moindrement, on fait juste prendre un grunter 1 ou 2 coups, soit en fin de journée ou le matin. Ça va être winner tout de suite. Fait qu'on vient cogner la porte, il y a un nouveau, quand tu parlais du bachelor, on ouvre la porte, on fait rentrer quelqu'un de nouveau là-dedans. Exactement, puis la chicane pogne, puis le party va partir après. Finalement, t'es pas correct. Non, mais ça marche, par exemple. C'est le moment où est-ce qu'il n'y a aucun problème à jouer la gasse. C'est très bien placé, c'est là dans le temps. Puis écoute, regarde, on est en site de provocation idéal. Tu l'as dit, des sentiers d'un bord puis de l'autre. Je regarde la ligne, là. C'est très visuel. On voit très bien la ligne. Exactement. On voit très bien la ligne. Hey, tes conseils, là, Merci, Martin. Je mets ça dans ma poche en tabarouette. Ben, tu vois que si on travaille les yeux, le nez et les oreilles, ça va être winner tout de suite. Je vais aller te montrer d'autres choses plus loin. Right, je te suis. Comme Stéphane me le faisait remarquer encore dernièrement, une chose qu'on oublie souvent, c'est le marquage de nos points de grattage ou points de frottage sur notre GPS. Très intéressant pour être capable de les retrouver facilement et d'aller les restimuler. Pendant que j'ai le GPS entre les mains, j'en profite pour vous parler d'une petite chose qui arrive de façon commune. C'est un appareil qui fonctionne avec des piles et parfois on entend des récits de nos chasseurs qui perdent le contact parce que la pile tombe à plat. Point final. Alors, c'est toujours intéressant de se traîner un deuxième moyen pour se débrouiller dans le bois. Évidemment, ça peut être un petit peu un appareil qui peut être compliqué à utiliser pour certains. Vous savez, il y a aussi les espèces de petits instruments comme ça ici qui s'appellent trackback qu'on peut utiliser avec un simple point de repère à l'entrée dans le bois. L'appareil va nous ramener sur nos pas. Mais à ne jamais oublier, les anciennes technologies sont souvent les meilleures et sont souvent un bon plan B. Une simple boussole dont vous aurez appris à vous servir peut vous sortir du pétrin assez rapidement. Et en terminant,
Ça, là, c'est toujours à la mode. Et c'est le meilleur moyen de vous repérer dans le bois. Le ruban, évidemment, pour le marquage de votre sentier et le marquage de vos points. Bien évidemment, il y a des ouvrages qui existent pour vous apprendre à vous servir des différents appareillages. Faites-en bon usage, ça peut vous rendre service. Une fois rendu loin dans le bois, on veut revenir chez nous. Sentier chasse et pêche, cette semaine, je vous parle de l'importance des grattages primaires. Sous la plume de Charles-Henri Doris, on nous parle de comment les reconnaître, comment les utiliser. L'auteur en parle comme un véritable centre de communication entre les chevreuils. Donc, les repérer, les utiliser, c'est très différent des grattages secondaires. Donc, prenez la peine de le lire, ça va vous aider beaucoup dans le stimuli des différents sens dont vous aurez besoin pour votre chasse au chevreuil. Ces conseils vous ont été offerts par le magazine Sentier Chasse-Pêche, la référence chasse-pêche au Québec. Éric Bory de retour en studio, comment ça va? Très bien, Martin, et toi? Ça va super bien. Éric, la taxidermie, assurément, c'est un métier d'artisanat. Tu es un artisan et la première des choses que tu fais, c'est de naturaliser ce que nous, chasseurs, on t'amène, nos trophées, etc. Mais il y a un nouveau penchant à la taxidermie dans laquelle tu récupères les éléments de ces animaux-là pour en créer des éléments de décor. Et on appelle ça la taxidermie urbaine. Tout à fait. Là, je veux que tu me plonges dans cet univers-là puis tu me parles un petit peu des différentes choses qui se peuvent là-dedans. Ben, depuis quelques années, la taxidermie urbaine, il y a beaucoup de personnes qui achètent des chalets. C'est rendu à la mode, une tête de cheval, une tête d'orignal, qui veulent décorer leur chalet ou sont en train de construire des chalets. Ainsi, avec des pots de vache, qui est rendu vraiment tendance. J'en vends aussi. Tu sais. D'accord. On a le parfait exemple en studio. On a une peau de vache dans notre salon. Exactement ça. C'est une de mes peaux de vache que je peux fournir ou que je peux vendre. Aussi des crânes blanchis qui est vraiment du tendance, comme j'avais parlé plusieurs fois avant. C'est vraiment, ça vient de l'Europe. Ça existe depuis les années 1900. Puis c'est venu vraiment tendance ici aussi. Donc, comme le crâne d'orignal qu'on a sur la cheminée. Ça vient c'est un que j'ai acheté, que j'ai fait, puis aussi que je peux faire pour les chasseurs. Donc, on peut commander littéralement. Exactement. Tu sais, la tendance est vraiment à ce que, pas nécessairement, tu me dis chasseur, mais je vois souvent des gens qui n'ont jamais eu une arme dans les mains, jamais eu une canne à pêche dans les mains. Et c'est tout simplement que dans la tendance, ça devient intéressant d'avoir un genre de crâne blanchi en montage dans la décoration. On retourne vers ce côté-là ancestral qui est super trippant, parce que c'est comme ça qu'on les faisait dans le temps. Tout à fait. Sur les murs, on allait enterrer les terres, on laissait les organismes manger la viande qu'il y avait dessus. Et c'est de cette façon-là qu'on préservait. On a un retour vers là, et c'est pas nécessairement des chasseurs. Non. Donc, tu portes à vendre ces pièces-là vraiment pour des éléments de décoration. Tout à fait. Tu l'as dit, les crânes qu'on a sur le mur, derrière, sur le coffre, sont de parfaits exemples. Et ça respecte quand même l'intégralité de la forme de la tête de l'animal. Tout à fait. Mais il y a moyen de faire aussi autre chose, d'autres éléments, où est-ce que tu transformes les parties de l'animal. Tout à fait. Comme on regarde avec un panache d'orignal, j'en ai fait un chandelier. Tout simplement. Tout le monde est capable de le faire. Tout le monde est capable de le faire. Mais je peux le faire aussi. Ils peuvent arriver avec leur panache, je peux le produire, je peux le faire, sans problème. Écoute, table de salon, là, c'est parfait, ça. Tout à fait. Et il était sur mon salon, d'ailleurs. Ce bout-là, je ne le savais pas, mais écoute. Avec un panache d'orignal, un capteur de rêve. Ben oui, hey, superbe pièce. Tout à fait. Puis on va justement dans l'esprit ancestral indien, si on veut. Exactement. Autochtone. C'est une de mes amies, Micmac, qui a fait le capteur de rêve. OK, c'est une autochtone? Exactement ça. Qui te le fait? Exactement ça. Puis l'intérieur de la palette, j'en ai fait un autre chandelier. Récupération. Mais là, tu garantis que ça fonctionne, le capteur de rêve? Ça, je peux pas dire. J'ai pas essayé moi-même. Pour les fureurs nocturnes, ça peut devenir une arme à la limite. Donc, ça c'est une très bonne idée. Puis tu as récupéré, tu me dis, l'insertion que tu as retirée sur le panache, tu l'as récupérée pour faire un montage. C'est pas une mauvaise idée, c'est une bonne idée. Super. Ben oui, absolument. Donc, dans le fond, c'est 2 centres de palette. Exactement. Avec une corne au centre. Exact. Génial. Je vais récupérer un petit spike, un petit boc. Oui. Puis j'ai percé, puis clac. Bon. Puis lui aussi, je voulais le vendre. Et maintenant, il est sur la table ma petite table de salon. Tu vas commencer à manquer de place dans ton salon, toi, là. C'est une pièce unique. J'en ai pas fait. C'est ça, je fais beaucoup de pièces uniques. J'en fais une, mais j'en fais pas 2.
C'est pour ça qu'il faut passer voir un peu ce que tu as en main. Exactement ça. J'ai beaucoup d'affaires à ma boutique au marché Jean Talon, à la boutique à Vallée Jonction. J'ai tellement de choses que c'est ça. J'ai une diversité qui est incroyable. Et par exemple, le lundi, j'ai vendu à une madame un petit panache orignal. Parce qu'elle voulait décorer un endroit précis dans son salon. Elle voulait un petit panache. Et j'en vends de plus en plus. À toutes les semaines, j'en vends. Tu sais, on voit les décoratrices littéralement aller magasiner dans ces pots-là chez vous pour se donner des idées très tendances. Tu sais, par exemple, là, je vois la trame de dos de la fourrure qu'il y a là. On retrouve souvent des tiers de coussins sur les divans qui sont faits en fourrure. On coupe le cuir avec une petite fourrure. Des fourrures déposées sur les divans ou sur les pieds de lit ou sur les coffres. On en a une derrière toi, justement, sur les coffres. Tout à fait. Ils font très bien. Réutilisation de la peau de chevreuil. Exactement ça. À déconseiller si vous avez des chats. Très mauvaise expérience de mon côté là-dedans. Ça fait de très belles descentes de lit. Très belles descentes de lit où tu peux mettre au bord d'un foyer. Il faut faire un beau tannage parce que sinon, quand même, le chevreuil, c'est quand même une peau un peu spéciale. Donc, je conseille de tenir des peaux de chevreuil, pas un poil long, mais un poil un peu plus court. Mais l'orignal, il faut oublier ça. C'est un poil tellement creux que ça casse. Le veau, oui. Le veau orignal, c'est parfait. C'est un poil plus jeune. Mais une femelle ou un boc, c'est un poil cassant. C'est vraiment horrible. Dernière des choses à faire. Ah oui, je le déconseille vraiment. On passe en boutique, au marché Jean Talon ou encore chez toi à Vallée Jonction. Tout à fait. Voir un peu l'amalgame de choses qui sont disponibles. Si les choses ne sont pas disponibles, vous avez des idées, vos décorateurs, votre décoratrice, il y a des mains, oh Dieu. Bon, tu peux l'empailler, celui-là? Non, pas encore, ça marche pas encore. Cool! L'équipe technique, là. On vous a dit qu'il pouvait se passer des choses ce soir, c'en est la preuve parfaite. Alors, enchanté, bye-bye. Salut! Donc, c'est ça, pour se donner des idées. Et on peut passer carrément à la commande. En voyant avec toi toujours, est-ce que c'est faisable? Si c'est faisable, bien, tu peux prendre ces commandes-là et les livrer. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai ramassé un loup de 150 livres. C'est un monsieur qui m'a commandé un loup noir. Donc, j'en ai trouvé un. Je suis allé voir un de mes fournisseurs qui est capable d'avoir des dépôts. Donc, je l'ai ramassé tantôt et je l'ai appelé mon client parce qu'il voulait absolument ce loup-là. Un loup de telle couleur. Donc, c'est vraiment une peau magnifique que j'ai trouvée. Donc, c'était une commande aussi vraiment particulière. Il voulait un loup. Et je peux faire la taxidermie, c'est un monde immense. C'est inimaginable. Tout dépendant, on peut aller... Il n'y a pas de bout, il n'y a pas de fin pour ça. Vraiment pas de fin. Et tout dépendant du budget aussi des personnes. Oui, imaginez ce que vous voulez, passez voir ce gars-là, puis ça va se passer, ça va être livré. Éric, je te remercie d'avoir été encore avec moi en studio. J'apprécie ta présence et j'apprécie ce que tu fais pour mon décor aussi, parce que je suis parfaitement pourri en décoration. Donc, pour nous, c'est tout cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Plein de beaux sujets. Je vous laisse les découvrir. Finalement, on a été capable de faire cette émission-là. Plus de peur que de mal, hein? Il y a plein d'affaires qui se passaient, mais tout est revenu à normal. Hein? Les batailles vont être plus fortes. Les mâles vont vouloir se séparer entre eux autres. Quand on fait de la pêche au lancer, c'est pas le même type de pêche qu'un bateau où on va avoir des super hauts francs-bords. Loisirs chasse et pêche vous a été présenté par Les Amants de la Nature, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale.